On va passer à la deuxième présentation, donc qui va nous parler d'un processus qui est très important dans le traitement, des effluents, des solutions, dans les procédés hydrométallurgiques. C'est, les phénomènes de précipitation. Et donc c'est Hervé Mur, qui est chercheur, au LRGP à Nancy, qui va faire cette présentation. Donc Hervé est un membre du GDR, de longue date, et donc il va nous parler de la mise en œuvre de réacteurs à forte densité de solides pour effectuer des précipitations dans des conditions cinétiques, peu favorables. Voilà Hervé, donc tu as 30 minutes environ pour, réaliser cette, présentation et puis on passera à nouveau aux questions. Très bien, merci pour ce petit mot d'introduction. Je pense que c'est bon, vous voyez ma présentation, vous m'entendez bien? Ouais, c'est tout bon, Donc voilà, tu je peux je y vais vous aller. parler je vais vous parler précipitation en hydrométallurgie, plus précisément en traitement d'effluents et pas seulement le traitement des métaux, le traitement, on verra de d'autres petites choses. Alors un rapide sommaire de ma présentation, quelques mots de contexte, l'intensification. Pourquoi l'intensification? Ça va être important en traitement d'effluents. Et puis après l'application, alors d'une part au traitement d'effluents, mais aussi à la purification de solutions. Et quelque part, c'est du traitement d'effluents plus amont. Et quelques mots de conclusion. Alors le positionnement de la précipitation en hydrométallurgie, c'est principalement, au niveau de la séparation-purification, et j'entends par précipitation donc la réaction chimique, où on va avoir en général des cations métalliques dissous en solution, qu'on va chercher à transformer en une forme solide. Et pour ça, on va rajouter un agent précipitant bien choisi pour le rendre insoluble. Vous voyez que c'est une opération qui est relativement simple. Elle permet de sortir des métaux de la solution, des métaux dissous, de les sortir sous une forme solide. C'est facile à mettre en œuvre, c'est un peu à la portée de tout le monde. C'est, je rajouterais, presque possible dans toutes les situations industrielles, et notamment en traitement des effluents. Vous avez souvent des milieux qui sont complexes, il y a un petit peu d'organique, il y a beaucoup de sels dissous, il y a parfois même du solide et donc là, ça reste possible, hein, de précipiter effectivement ces cations. Alors, on aura peut-être un peu la thermo qui va changer, hein, c'est même pas seulement un petit peu, mais bon, voilà, les aspects thermaux vont changer un petit peu, les aspects cinétiques aussi, mais c'est voilà, ça reste possible. Et c'est souvent nécessaire, même si au préalable j'ai fait une autre opération de séparation. Quelque part, si je veux transformer mon cation purifié en un élément solide, je vais devoir soit faire de la précipitation, donc réaction chimique, soit de la cristallisation par évaporation ou par refroidissement. Les objectifs, les grands classiques, hein, c'est effectivement un rendement, c'est une pureté, une sélectivité. C'est aussi, et là c'est très important, c'est une qualité physique du précipité qu'on va faire. Et ça, c'est important parce que bon, il y a souvent des spécifications si on veut valoriser ces éléments précipités. Et également, c'est important d'obtenir un produit qui soit filtrable et lavable facilement. Alors, les principaux agents précipitants pour les métaux, ça va être les sulfures, ça va être les hydroxydes, ça va être les carbonates. Et puis je mets 3 petits points parce qu'il y a d'autres agents précipitants également, hein, qui sont un peu plus, sur des niches, comme les oxalates, comme les phosphates, les phytates, les citrates et cetera. Donc il y a pas mal un peu de nouveaux agents précipitants qui sont testés et qui pour certains sont intéressants. Alors les points positifs de tout ça, pour du traitement d'effluents, c'est que, souvent les sels de métaux sont très insolubles. Donc ça veut dire qu'on peut espérer des rendements très importants et des teneurs résiduelles en métaux dans les solutions très, très faibles, quelques milligrammes par litre. Maintenant, les difficultés, c'est la sélectivité. Si je veux être sélectif, bon, traitement d'effluents, c'est pas forcément indispensable, mais bon, voilà, parfois on veut valoriser quand même ces métaux qu'on va sortir des effluents. La complexité de ces lixivia, avec des éléments majeurs, avec des éléments mineurs, donc des concentrations qui sont très différentes, mais qui sont souvent très faibles. Et ça, c'est quelque part, c'est un problème parce que comme ça va être des concentrations faibles, en précipitation, on aura des forces motrices qui seront faibles, on aura des cinétiques qui seront faibles et quelque part, on aura besoin de temps relativement long ou de volume de réacteur relativement important. Ça, c'est la petite difficulté qu'on va pouvoir contourner avec du génie des procédés
où on va opérer en réacteur à forte densité de solide. Donc application au traitement d'effluents, en général, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut sortir un élément indésirable, un ou plusieurs, hein, par précipitation d'un salin insoluble. Donc traitement d'effluents, j'en ai parlé. Purification de solutions, on en reparlera un petit peu après. Je veux sortir un élément indésirable dans un lixivia, par exemple. La difficulté, j'en parlais un petit peu avant, c'est les concentrations faibles et je prends par exemple un effluent, j'ai pris un peu au hasard, hein, un effluent chargé à 1 gramme par litre en Cu2+. Eh bien, pour le rendre insoluble, je vais pouvoir utiliser la voie hydroxyde, par exemple, rajouter de la soude, et précipiter, du CuOH 2 fois qui va se transformer en CuO. Un petit bilan matière. Au global, si tout précipitait, j'aurais, une concentration en solide de 1,25 grammes par litre. Alors c'est pas beaucoup, 1,25 grammes par litre, ça va être un petit peu le souci, des réacteurs où vous opérez à 1 kilo de solide par mètre cube, hein, c'est pas beaucoup. Ce qui fait que les temps de précipitation vont être lents pour atteindre l'équilibre thermodynamique et les volumes du réacteur vont être importants. Donc nous, ce qu'on va voir, c'est comment on peut réduire ces volumes et faire en sorte que la précipitation devienne une opération extrêmement intéressante pour le traitement des fluents. Alors, j'ai parlé de concentration faible en solide, on imagine tout de suite, hein, et puis là, c'est un peu du bon sens paysan, c'est quelque part, on va devoir augmenter cette concentration en solide. On va le faire artificiellement. Même si je produis 1 gramme par litre en solide, eh bien, rien ne m'empêche d'opérer à 100 grammes par litre en solide dans mon réacteur. Donc, pour certains procédés, on pourra faire un recyclage partiel du solide dans le réacteur et on verra aussi des procédés où on va retenir tout le solide dans le réacteur. Et on verra également quelques exemples. Alors déjà, ce que je vous ai un peu dit, c'est augmenter la charge solide. Je vais vous le démontrer avec des petits calculs de génie des procédés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais bon, je vais traiter 3 exemples. Donc, d'abord, là, je commence par le procédé classique de précipitation, où je vais avoir ici à l'entrée un effluent, je cherche ma souris, je ne sais pas si vous la voyez, je vais avoir à l'entrée un effluent à traiter, donc un débit relativement important, une concentration en général en cation métallique qui est relativement faible, et je vais le traiter avec une solution réactive, un agent précipitant, cette fois-ci un petit débit, et une concentration en agent précipitant qui peut être importante. Donc voilà mon réacteur de précipitation. Sorti de mon réacteur, je vais passer sur un décanteur, j'aurai une séparation liquide-solide. Je vais sortir une solution clarifiée, ça va être le gros du débit, et puis un tout petit débit de boue. Donc je m'intéresse à la réaction que j'ai présentée avant, cas classique. Je vais faire un bilan matière, je vais faire ce qu'on appelle un bilan de population en cristallisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va considérer les cinétiques de nucléation et de croissance. On va écrire le bilan de population sur les classes de cristaux. Je vais le résoudre. Alors en continu, je vais pouvoir le résoudre très facilement, de façon analytique, et je vais pouvoir calculer le volume du réacteur. Voilà le volume du réacteur tout calculé pour ce type de procédé que je clarifie classique, hein, parce que c'est le réacteur de précipitation et c'est le décanteur derrière. Alors, avec ce volume ici, on a beaucoup d'inconnus, donc on ne va pas forcément pouvoir calculer, estimer des choses, mais on va comparer par rapport au volume que je vais calculer dans d'autres cas de figure. La sursaturation, au passage, c'est le produit des concentrations en solution moins le produit de solubilité. Je vais m'intéresser maintenant, je vais augmenter artificiellement ma charge solide dans mon réacteur et donc pour ça, je vais recycler une partie des bouts du décanteur dans le cristallisoire, dans le réacteur de précipitation. Les débits, j'ai dit un petit peu, le plus gros débit, ça va être le débit d'alimentation, grand Q ici, le QA plus QB. Le débit des bouts qui va sortir va être relativement faible et je vais introduire 2 paramètres ici pour mes calculs, le taux de recycle le pardon, je vais commencer par le taux de séparation liquide-solide, donc le débit total qui rentre dans mon réacteur divisé par le débit de boue qui sort. C'est un paramètre qui va être très grand, qui va être de l'ordre de 20, de 50, 200, ça dépend un petit peu des cas de figure. En tout cas, ça va être quelque chose de relativement important. Et le taux de recyclage, le rapport entre le débit de boue que je recycle et le débit de ce qui sort sous forme de boue de mon installation. Et c'est un paramètre qui va être aussi important parce que je vais recycler une bonne partie
de mon solide du décanteur. Donc là, on aura pour R des valeurs qui vont être de l'ordre, alors plus faibles que lambda, mais qui vont être de l'ordre de 5, de 10 ou de 20. J'écris à nouveau mon bilan matière, mon bilan de population, je résous ce bilan de population et je calcule le volume. Alors le volume ici du réacteur avec recyclage et je vais trouver cette expression-là. Alors elle ressemble beaucoup à la précédente, hein, on retrouve ce terme-là et si je fais le ratio du nouveau volume que je viens de calculer avec le précédent, eh bien il va me rester que ces grandeurs-là. Et il va rester ici un petit m. Le petit m, c'est tout simplement ici l'exposant de la concentration en cristaux qui vaut en général 0, 1 ou 2. Alors ici, je vais faire une petite approximation, je vais estimer qu'il vaut 1 pour simplifier un petit peu et je trouverai un ratio qui est lambda plus R sur lambda facteur de 1 plus R. Et dans le cas de figure, ici, pour lambda très important, je vous ai dit, hein, 20, 50, 100 lambda, très important, donc je vais faire tendre lambda vers l'infini. Et si je fais tendre lambda vers l'infini et que je prends m égale 1, le ratio qui va me rester, c'est 1 sur 1 plus r. Et pour le R, eh bien R, on a des valeurs qui valent de 5, 10, de l'ordre de 5, 10 ou 20. Vous voyez que déjà, je réduis mon volume de réacteur d'un facteur 5, 10 ou 20. Et là, je suis en train de vous montrer que, effectivement, augmenter artificiellement cette concentration solide, ça va être favorable à réduire les volumes et à faire qu'on pourra traiter des effluents sur des temps relativement limités. Dernier cas de figure, le réacteur décanteur ici à gauche. Ce réacteur décanteur, bah, c'est tout simplement le réacteur classique parfaitement mélangé, surmonté du décanteur. Donc cette fois-ci, j'aurai un débit de recyclage qui va être infini, puisque je recycle toutes mes boues du décanteur dans le cristallisoire. J'aurai toujours ma sortie de boue, bien sûr. Et donc, c'est le cas de figure précédent avec R infini. Et donc, le ratio, ce sera 1 sur lambda. Alors puissance 1 si je prends m égale à 1 et le 1 sur lambda, rappelez-vous, lambda, je vous ai dit que c'est le ratio entre le débit d'alimentation et le débit de boue. Ce ratio est très important et donc là, je vais réduire mon volume de réacteur d'un facteur 20, 30, 50. Et puis dernier cas de figure, le réacteur à fluidisé et puis les exemples que je vous présenterai seront focalisés sur ce réacteur-là. Je peux plus faire les bilans comme je l'ai fait précédemment. Avant, j'étais sur des réacteurs parfaitement mélangés. Je pouvais résoudre mes équations de bilan de population de façon analytique. Là, mon réacteur, il est plus parfaitement mélangé parce qu'il est plutôt à écoulement piston. J'ai ici une partie réacteur cylindrique avec une hauteur importante par rapport au diamètre. Mes alimentations sont ici en bas de colonne. Ma sortie est ici en haut pour le liquide, ici en bas pour le solide. On verra l'intérêt de tout ça après. Donc j'ai quelque part l'alimentation ne se mélange jamais avec la sortie. Donc je vais aller plus bas en niveau d'épuration. Je vais quasiment approcher des solubilités. Et puis le deuxième point, on verra après, pour la partie solide, je vais faire de la classification. Donc je vais obtenir des produits bien calibrés. Donc, sans pouvoir le démontrer qualitativement, je peux vous dire que ce réacteur à fluidisé, sur le papier, il sera encore mieux que le réacteur décanteur. Bon, conclusion de tout ça, c'est que finalement, les réacteurs à forte densité de solide, ils vont permettre de traiter des effluents avec des faibles concentrations. Alors, nos débuts dans ce domaine-là, dans ce réacteur pilote, c'était il y a quand même pas mal d'années déjà, donc il y a eu plusieurs thèses sur le sujet. Je vais commencer par vous montrer tout l'intérêt de ce réacteur à fluidisé. Donc le voilà ici sur une version hauteur importante par rapport au diamètre, il y a un ratio 4 ici. J'alimente ici en bas de colonne. La précipitation se passe dans la partie ici cylindrique. Au-dessus, j'ai un décanteur où la vitesse de fluidisation va être réduite et donc je vais finalement, retenir les particules. Le but, ça va être de retenir le solide dans mon réacteur pour sortir ici à la surverse un produit qui est clarifié, une solution qui est clarifiée. Le solide, lui, sa porte de sortie, c'est en bas. C'est en bas, donc ça veut dire qu'on va retenir le solide dans le réacteur, hein, au niveau du décanteur et puis ensuite il va devoir grossir par croissance, par agglomération, atteindre une taille suffisante pour avoir une vitesse de sédimentation qui est supérieure à la vitesse de fluidisation. Et vous voyez qu'en réglant ma vitesse de fluidisation, quelque part, je vais régler la taille des particules que je vais soutirer. Donc j'ai un écoulement piston, alors c'est pas un pur piston, c'est une cascade de 4 ou 5 réacteurs parfaitement agités, mais quelque part on n'est pas réacteur parfaitement agité, on est plutôt piston. Donc ça, c'est le réacteur qui fonctionne uniquement, en alimentation.
Maintenant, si je veux produire des particules plus grosses, je vais devoir augmenter la fluidisation. Bon, ça, les alimentations ne le permettent pas toujours, mais quelque part, je peux recycler ici, recirculer une partie de ma solution clarifiée pour augmenter la vitesse de fluidisation. Donc ça, c'est une alternative qui peut être intéressante, mais je perds le caractère piston et finalement, je me retrouve plutôt sur un réacteur décanteur, hein, quelque part, j'ai un réacteur parfaitement agité. Donc là, je vous montre quelques exemples sur le carbonate de calcium. Donc là, on est plutôt sur la production de poudre, mais je vais vous montrer un petit peu tout l'intérêt de ce réacteur. Le voilà en fonctionnement, donc carbonate de calcium, hein, CaCO3, et voici le produit obtenu sur le cristallisoir dans certaines conditions de fonctionnement. On voit que le produit est de morphologie sensiblement sphérique, relativement monodisperse. On voit que c'est un produit qui est très aggloméré. Le carbonate de calcium, la forme calcite en tout cas, fait des petits cubes, plus ou moins agglomérés, quelques microns, quelques dizaines de microns. Mais ici, j'ai des conditions qui sont favorables à l'agglomération. Je fais quelque part de l'intensification, je fais plus vite, plus gros. J'ai un produit qui contient pas de fines, c'est intéressant aussi pour beaucoup d'applications. Densité apparente élevée et bonne coulabilité, ça peut être important aussi. Je passe très rapidement, je passe pour pas être trop long. Application hydrométallurgie, cette fois-ci thèse de Neila Djoudi, 2021. On s'était intéressé à la récupération du cobalt dans des lixiviats de batteries lithium-ion, et on avait précipité, l'hydroxyde de cobalt, notamment en réacteur à lait fluidisé. Alors la forme bêta, il y a plusieurs polymorphes. La forme bêta ici, donc le voici en fonctionnement. Alors c'est pas le même que précédemment, celui-ci c'était avec chauffage. On voit pas très bien ici, mais je me rends compte qu'on voit pas très bien, mais le rendement 100. Donc là, je suis en production de β-CoH 2 fois, mais quelque part, en même temps, j'ai sorti tout mon cobalt de ma solution. J'ai un rendement de 100 et quand je dis 100, c'est 99,9,95 et tout ça avec un temps de passage raisonnable, hein, quelques dizaines de minutes. Toutefois, quand même, le produit se filtre pas très bien. L'agglomération est insuffisante et c'est un petit peu ce qu'on rencontre pour beaucoup d'oxydes ou d'hydroxyde de métaux. Maintenant, purification d'effluents. Le principe là, je l'ai montré avant. Les applications, alors beaucoup d'applications en adoucissement d'eau potable, hein, des eaux qui sont très chargées en calcium, magnésium, pour lesquelles on veut diminuer la dureté. Donc ça se fait dans ce type de réacteur, ça se fait très bien dans ce type de réacteur. Élimination de métaux lourds également. Alors je vais vous détailler un procédé. Alors c'est pas hydrométallurgie, mais ça pourrait. Heu c'est pas alors pourquoi je détaille ce procédé-là? Parce qu'on a fait une thèse sur le sujet, avec un travail très, très abouti. L'esprit, c'était quoi? C'était traiter des saumures. Or les saumures, ce sont des solutions eau NaCl, quasiment en saturation, 300 grammes par litre en NaCl, et vous imaginez bien que s'il y a du NaCl, il y a aussi un petit peu d'autres sels, il y a un petit peu de CaCl2, un petit peu de MgCl2, et ces saumures, elles sont destinées à l'électrolyse pour faire du chlore et de la soude. Et pour ça, les salles d'électrolyse, il faut une saumure qui soit traitée, dans laquelle on a sorti le calcium-magnésium. Et la cible, c'est moins de 1 milligramme par litre en calcium plus magnésium. Alors, j'ai pas dit ici à l'entrée, on doit avoir quelques grammes par litre, 1, 2, 3 grammes par litre de calcium-magnésium. Donc vous voyez, on vise de quelques grammes par litre à moins de 1 milligramme par litre. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va trouver un agent précipitant qui va rendre insolubles les cations, calcium et magnésium. Et pour ça, donc, on va ajouter un petit peu de soude, pardon, pour précipiter l'hydroxyde de magnésium et un petit peu de carbonate de sodium pour précipiter du CaCO3. Alors ça, c'était la thèse d'Aurélien 2, il y a pas mal d'années maintenant. Voilà le procédé ici, CaCO3 MgOH 2 fois, et j'ai envie de dire d'un point de vue chimique, ça a marché du premier coup, hein. C'est-à-dire que le carbonate de calcium, l'hydroxyde de magnésium sont très insolubles. On rajoute les agents précipitants, on met un petit excès et derrière, on passe, j'ai envie de dire assez facilement de quelques grammes par litre à moins de 1 milligramme par litre cumulé. Donc ça marche bien.
C'était pas le principal problème. Le principal problème, on le voit ici, c'est ici, vous voyez, la surverse de mon réacteur. J'ai précipité donc, les calcium, magnésium, sous forme solide, mais qu'est-ce qui se passe? Il reste ici des très fines particules qui sont mal collectées, enfin qui sont mal traitées et qui vont passer en surverse. Donc c'est le principal problème et je vous ai parlé avant qualité solide. C'est important effectivement d'avoir les bonnes qualités pour, pour éviter justement les fines qu'on peut voir ici. Alors après, avant la salle d'électrolyse, la solution, la saumure va être filtrée, mais vous voyez bien que des fines particules à filtrer, c'est voilà, ça risque de commenter rapidement les filtres. Donc, sans rentrer dans le détail non plus, ici quelques exemples. Qu'est-ce qu'on a pu observer? En fonction des conditions opératoires, voilà, on a soit ce type de produit, donc là, on peut avoir différents polymorphes, enfin du carbonate de calcium, soit l'aragonite, c'est ACO3, mais une structure cristalline bien particulière. On voit qu'on a un produit qui est peu dense ici et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, qu'on voit qu'au niveau décantation, enfin sédimentation, ça se passe pas très bien. Et pour des produits plus denses, soit sous forme aragonite ou sous forme calcite, et là, on a une très, très belle clarification. Alors, c'est un petit peu trouble encore, hein, mais vous voyez que entre les 2 ici, en ordre de grandeur, il y a 20 fois moins de matière en suspension à droite qu'à gauche. Donc c'est pas tout de traiter la solution, il faut que le solide qu'on obtienne, on puisse le séparer facilement. Alors d'autant plus si on veut apporter une valeur ajoutée à ce solide. Autre exemple, thèse de Julie Flouret, 2013. Là, c'était le traitement des fluents radioactifs, radioactivité qui était apportée par le strontium 90, qu'il s'agissait de sortir, hein, de l'effluent. Donc ça se fait par précipitation, même plus précisément par coprécipitation. Donc là, c'est à froid, ce que nous on a fait à Nancy, c'est en inactif. Ça a été fait après en actif, au niveau CEA. Voilà, par coprécipitation avec du sulfate de calcium. Et puis je vous ai parlé traitement d'effluents, pas seulement des métaux, traitement également des sulfates, hein. Aujourd'hui, vous savez tous que l'acide sulfurique, c'est un des acides les plus utilisés en hydrométallurgie et quelque part, on va récupérer des effluents chargés en sulfate qu'il va falloir traiter. Alors c'est un réel souci aujourd'hui parce que les normes de rejet sont de plus en plus strictes et ces sulfates, quelque part, il faut les sortir. Donc nous, ce qu'on fait à Nancy, mais depuis quelques années déjà, on fait de la précipitation de gypse, hein. On va cette fois-ci rajouter soit de la chaux, soit un sel de calcium pour précipiter les sulfates et obtenir du gypse. Alors je dis du gypse, hein, c'est un des matériaux qu'on retrouve dans les bétons, et je parlerai après de gypse synthétique, c'est-à-dire obtenir enfin essayer de sortir cet élément indésirable, donc traitement d'effluent, pour en faire quelque chose à valeur ajoutée. Le gypse, le voilà, obtenu classiquement, c'est pas très sympathique comme produit, dont au niveau forme, hein, au niveau granulométrie. On obtient des plaquettes et plus ou moins grandes et ça, c'est compliqué à filtrer. Les gâteaux de filtration se colmatent très rapidement. Le voilà, le procédé. Alors, je vous montrerai différents exemples. Ici, effluent synthétique, c'est tout simplement de l'acide sulfurique que j'ai neutralisé, avec de la chaux. Donc voilà le process. Le produit obtenu, le voilà. Rappelez-vous les plaquettes d'avant. Là, j'ai des plaquettes qui sont un peu plus grosses, un peu plus donc c'est le même produit toujours, un peu plus grosses, un peu plus trapues et quelques agglomérats. Des agglomérats ici, effectivement, mais des agglomérats qui sont relativement fragiles. Sulfate de calcium égal enfin sulfate et fluent agricole, hein, chargé en sulfate. On fait toujours des plaquettes, hein. Vous voyez qu'elles sont plus ou moins trapues. Ça, c'est en réacteur batch. En réacteur continu, voilà les fluents traités et voilà le produit obtenu ici en bas à droite. Alors pas un produit aggloméré, on s'attendait à un produit aggloméré, non. Le produit, ce sont des monocristaux, un peu comme les plaquettes qu'on avait avant, mais beaucoup plus on voit qu'elles ont un petit peu d'épaisseur, hein. Heu, presque mono un peu des pointes de flèche, presque monodisperses, hein, mais beaucoup plus trapu que le produit de départ. Alors, on pense que c'est la matière organique, hein, qu'il y a dans cet effluent qui protège les cristaux de l'agglomération et qui fait que, les cristaux, ils restent individuels. Et puis ici, un autre exemple, le traitement d'effluents industriels, avec le procédé classique, hein, qui vous donne le produit et même échelle de grossissement, j'essaie toujours de mettre les mêmes échelles, en réacteur à l'effluidisé, un produit qui est beaucoup plus
agglomérés, ça reste que des agglomérats de petites plaquettes, mais des gros agglomérats, hein, et on voit ici, on voit une très, très belle clarification ici sur le réacteur. Bon, ce réacteur, on l'a pas mal étudié. Une autre thèse encore où cette fois-ci, on s'est intéressé à la modélisation par CFD, donc par mécanique des fluides numériques, avec un autre exemple de produit, d'application, le carbonate de barium. Très rapidement, étude hydrodynamique, c'est des choses qui se font assez facilement. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici d'intéressant? C'est la répartition de la charge solide dans mon réacteur, hein, et on voit ici au niveau décanteur, on a une belle clarification et puis les particules qui sédimentent, qui s'accumulent au fond avant qu'on les soutient. Au niveau, granulométrie des produits qu'on va obtenir, alors c'est pas tout à fait les mêmes figures, mais c'est on pourrait les superposer, l'expérience, la CFD. On arrive simuler effectivement, prédire les granulométries des produits qu'on va obtenir. Et là, on voit la répartition de la sursaturation dans le réacteur et c'est ça tout l'intérêt du réacteur à fluidisé, c'est l'écoulement piston, mes zones d'alimentation avec des sursaturations fortes en bas et la matière qui est consommée au fur et à mesure que je monte dans la colonne pour arriver quasiment à avoir tout consommé, dans la partie haute et au niveau de la surverse. Alors les principaux résultats, je regarde l'heure, oui, je vais passer rapidement. Donc finalement, donc là, on a fait de l'intensification, hein. Donc voilà, on a travaillé en réacteur à forte densité de solide. Il y a toute une partie optimisation qui se fait bien sûr au préalable, hein, pour optimiser les conditions opératoires et puis après la mise en œuvre en réacteur continu avec une forte charge solide. Donc là, on va intensifier notamment l'agglomération, hein. On va avoir des conditions favorables à l'agglomération, à la rencontre des particules et au soudage des particules entre elles. Bon, le gypse en bas à droite ici, c'est un peu particulier. Je vous ai dit, les grains étaient certainement protégés au sein de mon réacteur. Côté application industrielle, c'est quand même des grands classiques, hein. On voit beaucoup de réacteurs dans l'industrie où on va recycler des boues pour artificiellement se mettre à 50 ou 100 grammes par litre, et on voit également, chez beaucoup d'industriels, effectivement des réacteurs à lift fluidisé ou quelque chose qui y ressemble. Donc les applications, beaucoup d'applications, les métaux lourds bien sûr, les éléments radioactifs, j'en ai parlé un petit peu, calcium, magnésium, les fluorures, les phosphates, les borates, les cyanures. Voilà, différentes applications. Donc conclusion, donc je vous ai montré, hein, donc déjà par rapport, par rapport à ce qu'on peut ressentir effectivement, s'il va falloir intensifier, augmenter la charge solide pour que ça marche mieux. Je l'ai prouvé un petit peu par modélisation également. Le traitement des fluents donc, ensuite, voilà, il va être envisageable. On va être sur des faibles concentrations en réactifs, hein, en métaux. Heu, donc là, ça va être important effectivement d'augmenter la charge solide parce qu'on va travailler à faible saturation, parce qu'on aura des cinétiques lentes et parce que l'approche de l'équilibre va être relativement lente et d'avoir une forte charge solide permettra de faire tout ça plus rapidement. Le réacteur à lait fluidisé, qu'est-ce qu'il apporte en plus? Ben, il apporte des produits calibrés, des produits de morphologie sensiblement sphérique, et une agglomération favorisée, bien sûr, si le produit est sensible à l'agglomération et là, pour les oxydes de métaux, c'est pas toujours le cas. Perspective, dernier petit mot, perspective. Donc on a quelques actions qui se dégagent au niveau, purification de l'Ixivia, avec notamment un tout nouveau projet qui vient de démarrer, le projet Synergie, qui est porté par Lenka Zvekova que j'ai vu connecter, où là, on va pas chercher à séparer les métaux d'un lexivia, on va chercher à éliminer les impuretés du lexivia, à purifier le lexivia pour finalement réutiliser ce lexivia pour faire des précurseurs de matériaux de cathode. Donc on va chercher, vous voyez, à purifier ces lixivias et pour les purifier, comme ces éléments indésirables, ils sont peu concentrés, il va falloir intensifier la précipitation et un autre sujet également, cette fois-ci, c'est un projet Carnot-Icelle, qui est porté par Éric Meux, que j'ai vu connecter aussi, où là, on va chercher à éliminer des éléments indésirables, mais par une voie un peu particulière qui a été développée par l'équipe d'Éric, la précipitation de phytate.
Donc tout ça, ça a été bien optimisé au niveau laboratoire. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire les essais en lit fluidisé. Mais bon, là, il nous faut des volumes de solutions assez conséquents pour la mise en œuvre. Et enfin, côté traitement d'effluents, là, il y a un champ qui est extrêmement large. Bien sûr, les métaux, mais pas que, hein. Les sulfates, j'en ai parlé. Les cyanures. Alors les cyanures, c'est plus des effluents de la pyrométallurgie. Voilà, et je mets 3 petits points parce qu'il y a effectivement un champ d'application extrêmement important. J'en profite pour remercier tous mes collaborateurs ben, d'où j'ai extrait des résultats, et je vous remercie à tous pour votre attention. Merci, merci Merci. Hervé. C'est une présentation très claire et qui suscite déjà pas mal de questions. Alors, je me permets de te poser une question qui va rejoindre, justement la première question, du chat, qui a été posée par Lenka sur, l'amélioration de la décantabilité des précipités obtenus, et notamment tu mentionnais le fait que, quand on précipite des hydroxydes métalliques, on a toujours des problèmes de filtration, de décantation. Donc, est-ce qu'il y a des méthodes justement pour améliorer ça? Puisque c'est quand même, je veux dire la précipitation, d'hydroxyde ou d'oxyde métallique, c'est quelque chose qui est énormément pratiqué en métallurgie, en hydrométallurgie. Donc est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des solutions, pour améliorer ça? Alors, une des raisons principales, c'est que ces hydroxydes métalliques, souvent, ils sont pas cristallins. Donc comme la précipitation, elle se fait très rapidement, on obtient des phases amorphes qui vont se transformer en une phase cristalline, et ça prendra un petit peu de temps. Et donc dans ces réacteurs où on va avoir un temps de passage qui sera important pour le solide, la transformation pourra se faire. Et on est sur c'est quoi les temps de séjour justement sur, ce type Alors de alors pour la phase liquide, le temps de passage, c'est en général quelques dizaines de minutes, ouais, donc c'est assez ça c rapide. Le solide, il va rester dans le réacteur tant qu'il n'a pas une taille suffisante pour sédimenter et être soutiré en bas. Donc ça peut être plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, et c'est tout l'intérêt de ce réacteur aussi, c'est que finalement, le liquide et le solide n'ont pas besoin des mêmes temps de passage. Et là, je découple alors le terme n'est pas forcément juste, je découple un peu les temps de passage. D'accord. ah, Donc quelque part, je Oui, favorise la oui. transformation de phase amorphe, en général en phase cristallisée. Alors après, il y a des hydroxydes effectivement pour lesquels ça marche pas bien. Alors, je me permets de poser une question, et enfin, questions suivantes sont liées, hein. Donc, déjà, la cause de cette amélioration de la performance des réacteurs, si je comprends bien, en fait, le fait qu'il n'y a plus besoin de nucléation, hein. Dans tes premiers slides, en fait, tu montrais que l'approche classique, tu avais un très faible débit de solide. Et donc, en réalité, il faut le temps de nucléer. C'est ça la raison pour laquelle l'efficacité est plus grande quand il y a de grandes concentrations de solide déjà dans le réacteur. Hein, Alors oui, effectivement. vous Alors après confirmez la ça? Oui. nucléation, en général, c'est très rapide. Précipitation, c'est même souvent de la nucléation primaire. Mais c'est pas un vrai souci parce que finalement, tous les germes que je vais générer, quelque part, ils vont être proches les uns des autres, avec un petit peu de sursaturation, et je vais avoir des conditions favorables à l'agglomération. Et ça, c'est vraiment très, très important. Alors pour ça, il faut que les particules puissent se rencontrer et se rapprocher suffisamment. Si les Oui. particules sont chargées, effectivement, l'agglomération ne se passera pas forcément très bien. Donc, que mes cinétiques soient rapides, qu'elles soient lentes, quelque part, l'histoire, c'est de si je fais beaucoup de germination, c'est pas un souci, je vais agglomérer mes particules. Et vous avez vu les photos, quasiment tous les produits sont agglomérés. Et ce qui fait le grossissement des grains, c'est l'agglomération. d'accord. D'accord. Et donc Alors la question Alors suivante est un peu liée, hein, c'est le mode d'agitation finalement. Est-ce que ce mode d'agitation permet l'amélioration de la décantation après? euh, et le temps de séjour en réacteur est-il compatible avec les débits industriels, station d'épuration physico-chimique par exemple? alors, en fait, ces réacteurs, ils ont des très fortes capacités de production, hein. Alors, on les retrouve chez beaucoup d'industriels.
Ils ont des fortes capacités de production. L'agitation, elle n'est pas essentielle. L'agitation, elle est juste là pour éviter les chemins préférentiels. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que le réacteur se transforme en réacteur à lit fixe. Et sur le réacteur en verre, effectivement, c'est tout l'avantage. On a eu, au début, on n'avait pas d'agitation. Mais les industriels, ils ont une agitation. Et qu'est-ce qu'on a pu voir à travers les parois en verre? On a pu voir que finalement, à un moment, le solide, il bouge plus et le liquide passe entre le solide. Et ça, ce serait pas bon parce qu'on ne pourrait plus sortir le solide du réacteur. Donc, des fortes capacités de production, il n'y a pas de souci là-dessus. Effectivement, on a bien intensifié. Alors, après, quelque part, c'est la régulation de la charge solide qui va être importante. Mais ça se fait au niveau du décanteur. Alors, on a vu des photos où parfois mon réacteur il est un peu trop chargé, parfois pas suffisamment. Donc, il faut viser une interface à peu près dans le décanteur, mi-hauteur du décanteur. Alors, peut-être il y a une autre question qui est en lien, de Vincent Georgeot qui demande si on peut, donc toujours sur ces questions, d'ensemencement, est-ce que justement en ensemençant de façon, particulière, on peut, réussir à favoriser certaines structures cristallines au détriment des autres, notamment, lorsqu'il y a, heu, possiblement la précipitation, de plusieurs phases, donc Vincent mentionnait le cas de la calcite et de l'aragonite. Alors oui, alors l'ensemencement, on le fait sou alors quand on dit ensemencement, c'est mettre artificiellement une charge solide au départ. Oui, C'est on le ça. fait pour gagner sur la partie transitoire. Alors, ça dépend des cas de figure, on peut soit laisser la charge solide s'établir toute seule, mais ça peut prendre 1 ou 2 jours, soit on peut la mettre de façon artificielle. Alors après, concernant le polymorphisme, effectivement, si je c'est ce qu'on pense souvent, si je mets un polymorphe bien particulier, est-ce que j'ai orienté ma précipitation vers ce polymorphe-là? Eh bien, pas toujours, parce que ce qui va se passer, alors non, j'ai pas le temps de chercher la photo là, mais ce qui va se passer, c'est que dans la partie basse de mon réacteur, je vais faire de la nucléation. Et si les conditions elles sont favorables à un autre polymorphe, je ferai l'autre polymorphe. Et donc, à un moment, ça basculera sur le polymorphe pour lequel les conditions opératoires sont les plus stables. Mais la charge solide, on la met très souvent. Si maintenant le sujet, c'est uniquement le traitement des fluents, combien j'ai au départ et combien j'ai à la fin, eh ben là, effectivement, on met une charge solide, on ne se pose pas trop de questions sur la qualité de la charge solide qui va sortir. Et puis, vous voyez qu'avec un temps de passage de 10 ou 20 minutes, au bout de 5 à 6 taux, hein, au bout de 5 à 6 fois le temps de passage, j'ai atteint le régime permanent et j'ai à peu près la concentration que j'aurai en sortie. Alors, on va voir ça sur un plateau, hein, effectivement, on va tendre vers une asymptote hein, sur la teneur en éléments résiduels à la surverse. Mais traitement purement effluent, oui, voilà, on va ensemencer, ce sera bien plus rapide. Et la cible, c'est de mettre à peu près 100 ou 200 grammes par litre en solide. Donc artificiellement, hein, même si le produit il fait D'accord. que 1 gramme, Ouais. que 1 gramme par litre, voilà. Je triche un petit peu pour, Merci, merci. Une question de Jérôme Jacob, assez intéressante. Ce type de réacteur est-il possible en cas de réaction avec un gaz? Et quelles sont les spécificités dans ce cas? alors oui, alors avec un gaz, on l'a déjà fait. Alors on l'a déjà fait, alors pour faire du bicarbonate de sodium, donc c'est un peu particulier. Ça reste compliqué. Ça reste compliqué parce que la gestion d'un gaz dans ce type de colonne, bah, le gaz en partie, il fait un petit peu de flottation, hein, donc il va entraîner des fines particules vers la donc ça mousse au non, non, là, j'ai pas la solution. J'ai pas la solution. Il vaut presque mieux le faire en 2 étapes. Et si tu dissous le gaz dans ta solution, ah oui, mais non, de toute façon, tu vas pas ça va pas mieux Là, marcher. en général, si on fait une carbonatation, Mmh. c'est vraiment tu mets beaucoup de gaz, Ah hein, oui, oui. Là, et j'extrapole, comme mais le dans du gaz est CO2 peu soluble, supercritique. donc voilà, Tu il utilises un y a pas CO2 un supercritique, à forte densité, tu arrives un peu à la limite entre le liquide et le gaz. oui. On va essayer. Non, le gaz est compliqué. Alors on l'a déjà fait, D'accord. mais oui, D'accord. j'ai Alors
il reste encore des choses à mettre au point d'un point de vue technologie. Alors il y a une dernière question là de Laurent qui revient justement, c'est sur ces questions de taux de solide et qui demande, est-ce que tu peux repréciser les valeurs typiques de taux de solide qui sont atteints en continu, enfin lorsque le régime, permanent est atteint? Alors ça va dépendre des produits en fait, hein, mais en général, on va être à 100-200 grammes par litre. Alors je dis ça dépend des produits parce que finalement le précipité, il va plus ou moins s'expanser dans la colonne et c'est l'interface qu'on va maintenir au niveau du décanteur qui fera la concentration en solide. Mais en général, 100-200 grammes par litre, et pour la plupart des procédés de cristallisation, dès qu'on est déjà à 50 grammes par litre, c'est vraiment un plus. OK. Et justement le décanteur, heu, est-ce que sa géométrie peut enfin, est-ce que c'est toujours la même géométrie? Ou est-ce que justement il y a la géométrie elle est particulière selon les produits que tu vas produire? Alors, c'est une Non, très c'est bonne question, pas hein, effectivement. Alors, sur mon pilote, elle est fixe, la elle est géométrie fixe, de hein? mon décanteur. Le diamètre, c'est le double du diamètre de la colonne. Voilà, on l'a fixé comme ça. C'est un peu compliqué après sur un pilote d'avoir plusieurs géométries. Mais tout dépend, en fait, il y a un paramètre qu'on va regarder, c'est quelles sont les matières en suspension à la surverse. Et si j'ai alors ça peut être alors sur un exemple du sulfate de calcium, c'était moins de 0,1 gramme par litre. Et quand je dis moins de 0,1 gramme par litre, on avait prélevé plusieurs litres à la surverse et voilà, on mesurait quasiment rien. Donc là, ça veut dire que le décanteur était bien dimensionné. Après, j'ai d'autres produits où, bah, j'avais, 10 ou 20 de mon solide qui sortait à la surverse. Donc là, ça voulait dire que le décanteur était sous-dimensionné. Donc quelque part, les essais sur une géométrie fixe permettent d'identifier là où est le souci, et après, fonction des granulométries, Mmh. Mmh. redimensionner un décanteur pour un autre pilote. Et inclure, est-ce que enfin, je sais pas si vous le faites et si c'est possible, mais une étape de pas une étape, mais inclure dans le système de la flocculation pour améliorer encore, ces phénomènes d'agglomération, et puis ensuite favoriser aussi la filtrabilité du produit. Est-ce que c'est des choses que vous faites ou est-ce que qui sont envisageables, Alors c'est tout à fait envisageable, hein, mais je le fais pas effectivement. J'essaye sans rajouter ni floculant ni, coagulant, d'obtenir directement un produit Mmh qui mh. se sépare, qui décante, enfin qui sédimente facilement, au niveau du décanteur. Mais voilà, après pour des produits où il va rester des matières en suspension, effectivement, l'utilisation d'un floculant serait un plus, sauf si on veut valoriser effectivement le sel, là, qu'on va précipiter. Là, quand je dis: «On va faire du gypse synthétique», donc c'est pour des applications béton. Voilà, je suis pas certain, qu'ils souhaitent dans ce gypse, effectivement, un coagulant, Mmh. Ouais, bien sûr. mais voilà, pour du pur traitement d'effluent, hein, si j'ai vraiment un souci de rejet et qu'il reste des fines, bon, la solution du floculant et du coagulant serait le plus.